Bon, ben, on va pas tarder. Peut-être attendre que les dernières personnes dans le couloir s'assiedent. Tu me dis quand c'est parti, hein. Ok. Bon, bah, bonjour à tous et puis bravo à ceux qui ont fait la fête hier et qui sont là quand même aujourd'hui, hein. Le Festival des idées et la charité, c'est avant tout un marathon, un combat de longue haleine. Bienvenue à tous les autres. Donc, bienvenue pour ce débat qui porte sur le thème de les rapports entre l'industrie et l'écologie. Et pourquoi, en fait, l'écologie est la solution pour l'industrie de demain et pourquoi l'industrie est la solution pour le pays, au sens large. Euh, donc, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du débat inversé, donc la spécificité du Festival des idées, en fait, je vais introduire rapidement le sujet. Ensuite, je vais présenter nos invités et vous donner la parole pour un premier tour de questions, réflexions qui vont nous permettre de lancer nos invités sur les thématiques qu'ils affectionnent. Je serai, je le dis d'emblée, mais particulièrement strict sur le respect de pas plus d'une minute d'intervention par personne, parce que sinon ça part dans tous les sens, a fortiori sur des sujets qui sont aussi de nature technique, comme ça, là, relatifs à l'énergie, à l'industrie. On a généralement des gens qui aiment bien beaucoup parler parce que se considérant comme sachant, et on sait à quel point ça peut faire partir un débat, endommager la qualité du débat. Donc ne m'en voulez pas a priori si je suis un peu strict, mais c'est pour la bonne tenue de l'avancée du débat. Euh, sur ce, donc bienvenue à tous. Je suis gentil par ailleurs, hein, je mords pas trop, mais voilà. Faut pas me... donc on va parler d'industrie aujourd'hui et d'écologie. Il faut savoir qu'on a perdu peut-être 2 millions d'emplois industriels en France depuis les années 70. Sauf qu'un emploi industriel, c'est généralement environ 3 emplois dans les services qui sont induits. Et une bonne partie de la crise sociale qu'on traverse, et du chômage de masse qu'on connaît, c'est le fruit de cette désindustrialisation, qui n'est pas seulement le fait de délocalisation, hein. Les délocalisations, c'est peut-être à peu près un tiers de ces emplois perdus. L'autre tiers, c'est les progrès technologiques. Et l'autre tiers, c'est le fait on avait avant des emplois, disons, tertiaires dans les industries, qu'on a extirpés pour des cabinets de conseil, d'ingénieurs, etc., mais qui sont plus du tout considérés comme secondaires maintenant, enfin secteur secondaire. Euh, et en fait, il s'en suit un paradoxe écologique, c'est que l'empreinte carbone d'un Français, elle est à moitié composée de ce qu'on appelle ses émissions importées. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, en moyenne, vous émettez autant chaque année sur le territoire, voilà, de par votre vie quotidienne, que de par ce que vous achetez comme produits manufacturés. Pourquoi? Parce que la plupart de ces produits manufacturés, ils viennent de pays comme la Chine, de pays industriels qui alimentent leurs industries avec des énergies fossiles. L'industrie chinoise est alimentée à 80% par de l'électricité qui provient du charbon. Voilà. Donc ça fait exploser le bilan carbone de ces smartphones, de ces voitures, de ces vêtements que l'on achète. Et si on veut décarboner à fond, enfin si on veut respecter nos ambitions climatiques, il va falloir qu'on se pose la question de comment est-ce que dans le secteur industriel, on ramène progressivement à zéro ce score-là et rapatrier des productions industrielles dans notre pays, c'est aussi pouvoir recontrôler sur toute la chaîne de valeur le mix énergétique avec lequel on approvisionne ces usines. Et c'est aussi pouvoir recontrôler la nature des matières premières, parce que les matières premières aussi ont un poids carbone très élevé. Et donc voilà, comment est-ce qu'on va décarboner tant l'apport énergétique des usines que la nature des matériaux qu'on utilise. Comment est-ce qu'on va se tourner de plus en plus vers des matériaux qui sont biosourcés, qui ne sont pas issus d'activités minières extrêmement énergivores et polluantes, etc. Bref. Et disons avec le Covid, avec tous ces débats qu'on a eus récemment, la question de l'industrie revient sur le devant de la scène.
On a vu à quel point les chaînes de valeur et les chaînes industrielles étaient fragiles à l'échelle mondiale, hein. Un paquebot qui bloque le canal de Suez, et c'est des semaines et des semaines de délai pour beaucoup de secteurs. Bref. Donc c'est aussi une question de résilience économique, climatique évidemment, et de souveraineté. Et donc c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui, avec une optique présidentielle forcément, puisque 2022 approche à grands pas. Et donc on va vraiment essayer collectivement de se focaliser aussi sur les entre guillemets solutions. Comment est-ce qu'on peut rapatrier plus d'industrie et de l'industrie écologique? Donc pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités de marque. Alors Marie-Claire Caïto, qui est responsable des questions industrielles pour la CGT, qui est par ailleurs au Conseil économique, social et solidaire, pardon, social environnemental. Bon, on s'y perd parce que les noms changent, mais voilà, sur justement les questions environnementales, industrie et en représentation de la CGT. J'accueille aussi Jean-Yves Grandidier, donc, qui est président de Valorem. Valorem, c'est fait construire, planifie et exploite des centrales d'énergie renouvelable. Bon, vous êtes placé, enfin, vous êtes ancré dans la région bordelaise, près de Bègles, et maintenant vous faites plus de 320 salariés. Donc nous, ça nous intéresse, hein, parce que comme je l'ai dit dans cette introduction, bah, il nous faut de l'énergie renouvelable pour décarboner l'industrie, et il nous faut de l'industrie pour produire les machines du mix énergétique de demain. Donc on va parler de ça, j'en suppose. Et puis Guillaume Duval, qui est ancien rédacteur en chef d'Alternative économique et qui a été par ailleurs aussi au CESE sur les questions environnementales. Et donc qui, dans son cadre journalistique, a pu suivre aussi de nombreux dossiers relatifs à la désindustrialisation, à l'industrie, etc. Sur ce, eh bien, le cadre du débat étant posé, je vous invite, vous, pour un premier tour de réflexion, à nous dire comment est-ce que vous voyez le lien entre écologie et industrie, et comment est-ce que, surtout, selon vous, est-ce qu'on pourrait réindustrialiser le pays sur des bases vertes, et par quel axe prioritaire cela passe. Donc j'ouvre un premier tour de questions, maximum 1 minute par personne, et dans un respect et une bienveillance évidente. Voilà. À vous. Et est-ce qu'on a un micro pour les gens du public? Voilà. Qui se lance? C'est toujours... Ah. Oui, ça marche? Non, ça ne fonctionne pas. Ça... Hein, oui, ça va. Ok. Moi, en fait, deux questions. C'est le coût du transport aujourd'hui qui, en fait, ne coûte pas la réalité sociale ni environnementale. Donc, une question autour de ça. Puis effectivement, l'évolution aujourd'hui des salaires donc dans les pays dont nous importons, hein, donc notamment enfin, Chine et autres, qui sont aujourd'hui en train de monter, donc qui va un petit peu bousculer nos équilibres. Hein. Voilà, c'est juste ces deux axes-là. Merci. Est-ce qu'on a une autre question dans le... Monsieur là-bas? Bonjour, je m'appelle Guillaume Jaouane, je viens de Mayotte, je suis chef d'entreprise. Alors ma question, ça porte sur l'obsolescence programmée. En fait, l'intuition qu'on peut avoir avec l'industrie, c'est que pour qu'on consomme moins de ressources, il va falloir qu'on ait des produits de meilleure qualité, qui durent plus longtemps. Et donc, ça suppose qu'on ait du coup des produits qui ne vont pas être à refaire au même rythme que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc passer d'une industrie qui va être dans la pure production à l'industrie qui va être dans la maintenance. Et du coup, je trouve que c'est un sujet compliqué d'évoluer vers un système où il y aura des emplois plus importants dans la maintenance que ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, ma question porte sur ça. Merci. Puis on a le monsieur à côté, puis on passera à nos intervenants pour une première salve de réponses. Oui, bonjour. Je vois peut-être un danger, c'est d'ancrer dans l'opinion qu'on veut refaire ce qui a été supprimé. Est-ce qu'il n'y a pas, disons, la nécessité de montrer qu'on veut faire vraiment quelque chose de nouveau au niveau industriel? Très bien. La question du récit autour de la nouvelle industrie. Et on a le monsieur.
Oui, bonjour, Didier, je viens de La Rochelle. Aujourd'hui en France, on ne fabrique pas ou plus de panneaux solaires, on ne fabrique pas ou plus d'éoliennes. Est-ce le résultat de délocalisation et de recherche de produits à coût dans des pays tiers, ou est-ce que c'est la résultante de mauvais choix ou d'absence de choix de politique industrielle? Je crois que j'ai quelqu'un qui va pouvoir répondre à ça d'une manière assez évidente. Mais on va commencer par une première, parce qu'on a quand même pas mal de matière, et puis ensuite on repassera à vous. Marie-Claire, je vous ai senti très inspirée sur la question des transports, cette notion de grand déménagement du monde et de rapport avec la délocalisation. Donc, je vous en prie. Non, non, c'était pour respecter la règle. Non, non, oui, mais effectivement, rapidement, parce que le cadre a été posé en entrée de jeu. Hein. La France s'est énormément désindustrialisée. Hein. Il y a eu le mythe des sociétés post-industrielles ou des entreprises sans usine, ce qui fait qu'effectivement, on a perdu, malgré le fait qu'il y a un transfert d'emploi, une transformation de l'industrie, donc de industrie vers service, on a quand même perdu, comme vous l'avez dit, 2 millions d'emplois. La part de l'industrie dans le PIB est passée de 24% à 12%, alors qu'elle est toujours de 24% en Allemagne, et que même, il n'y a pas que l'Allemagne, hein, elle est aussi plus haute en Espagne, en Italie. Ça veut dire que c'est un véritable problème, c'est-à-dire que si on ne produit plus assez que par rapport à nos besoins, eh bien, on aura toujours structurellement une balance commerciale déficitaire. Et puis, comme c'était dit en introduction, aujourd'hui, notre empreinte carbone, c'est 1,7 fois notre émission de gaz à effet de serre. Donc la question de réindustrialiser le pays, elle est effectivement essentielle. Hein. Alors on va pas revenir sur toutes les raisons qui ont conduit à cette désindustrialisation, qui est effectivement des délocalisations, une extraversion de l'appareil industriel pour aller exploiter les gens à l'autre bout de la planète, indépendamment des conditions sociales et environnementales. Mais effectivement, une des questions, c'est que quand on va produire à l'autre bout de la planète, eh bien après, il faut rapatrier les biens aux endroits où on en a besoin. Et donc, on fait ça dans des cargos qui dégazent dans la mer, on fait ça par des camions indépendamment des conséquences environnementales de GES, d'usure des routes, de santé, et ainsi de suite. Donc, cette question des transports, mais il me semble que c'est vraiment le nœud de l'affaire, elle est extrêmement importante. C'est pour ça que j'ai réagi, parce que si les transports étaient tarifés à leur juste coût, c'est-à-dire que si on internalisait dans les prix tout ce qu'on appelle pudiquement les externalités négatives, eh bien déjà on arriverait à des choses beaucoup plus intéressantes, ou pour reprendre les termes aujourd'hui à la mode, à des tarifs par exemple beaucoup plus compétitifs pour par exemple des transports ferroviaires, ou également pour des productions beaucoup plus localisées. Et je pense qu'effectivement, y compris la crise nous a montré qu'on avait une très forte dépendance dans les chaînes de valeur internationales, qui n'est pas la même pour tous les pays, hein, mais nous, une très forte dépendance. Enfin, le roi s'est retrouvé nu, hein, on s'est rendu compte qu'on n'était plus capable de produire du paracétamol. Enfin, voilà, c'est quand même un véritable problème. Et donc, c'est l'occasion, alors ça a été dit beaucoup, mais je pense que ce n'est pas ce qu'est en train de faire le gouvernement, mais justement d'ouvrir les yeux et de dire on a besoin de réindustrialiser le pays. Alors effectivement, comme l'a dit monsieur, ça ne veut pas dire qu'on veut faire comme avant, mais ça veut dire qu'on est conscient qu'on a besoin de produire au plus près des endroits de consommation, entre autres sur les territoires, mais avec une industrie qui réponde bien évidemment aux besoins sociaux, mais aux défis environnementaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe d'une économie linéaire à une économie beaucoup plus circulaire, qui préserve la matière, qui réutilise la matière, donc c'est tout ce qui est éco-conception et ainsi de suite, et qui produisent des objets, oui, moi je partage ce qui a été dit, des objets qui sont durables, qui sont réparables, qui sont interconnectables, parce que tous ces enjeux-là doivent être pris en compte. Donc c'est vraiment un besoin de réindustrialiser le pays, mais avec un nouveau modèle. Moi je crois qu'on est à l'aube d'un changement de civilisation de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de produire et de consommer autrement. Et ça implique des enjeux démocratiques extrêmement forts. Parce que ça veut dire que quand on dit répondre aux besoins ou produire ou consommer autrement, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse le décider collectivement. Et donc avoir justement ce projet qui soit partagé par la majorité des citoyens qui composent un pays. Et donc l'enjeu démocratique et d'appropriation collective, de mon point de vue, est extrêmement prégnant aujourd'hui et encore plus demain. Et toujours dans cette optique présidentielle, vous avez parlé d'internaliser les coûts environnementaux du coup dans le transport. Concrètement, comment est-ce qu'on pourrait faire juste comme il faudrait justement arriver à quantifier tout ce qui est émissions de gaz à effet
effet de serre, tout ce qui est usure des routes, tout ce qui impacte sur la santé, enfin ça on sait le faire, hein, et dire, eh ben voilà, tout ça on le met dans, voilà, le coût, c'est pas juste quand un camion il prend une route qui est payée avec nos impôts, mais que ça creuse des trous, des choses comme ça qu'il faut la refaire, ben, il faut arriver à le quantifier et de l'incorporer dans le prix, c'est-à-dire de faire en sorte que justement ça soit moins intéressant d'aller faire produire à l'autre bout du monde. La deuxième chose, c'est évidemment d'élever les normes sociales et environnementales. C'est-à-dire que, alors bien sûr, si on avait des salariés qui étaient bien payés partout dans le monde et que les normes sociales étaient les mêmes, ça serait quand même beaucoup plus intéressant. Il y a déjà des choses qui sont à faire au niveau français et surtout au niveau européen, parce que je pense que là-dessus, sur des grands enjeux comme ça, c'est effectivement pas facile de faire des choses tout seul, mais au niveau de la plaque européenne, je pense que c'est pertinent d'avoir ce type d'action parce que, voilà, pour pas se laisser coincer entre l'Asie et les États-Unis, grosso modo. C'est-à-dire avoir au niveau européen une harmonisation des normes sociales et environnementales par le haut et mettre ce filtrage au niveau des frontières, là, ça aurait une cohérence et ça permettrait de réindustrialiser, y compris, on voit bien que l'industrie, on ne peut pas la penser non plus uniquement au niveau du pays, même si on a des inégalités en Europe, hein, donc il faut effectivement qu'on industrialise le pays. Mais si on veut développer des grandes filières industrielles, parce que tout ne peut pas se faire non plus à partir de petites productions, enfin moi c'est mon avis, il faut qu'on envisage des filières industrielles en Europe, par exemple sur des réseaux très haut débit en Europe, sur des questions ferroviaires ou ainsi de suite. Il y a vraiment des types de filières industrielles qu'on peut penser et développer au niveau de la plaque européenne. Merci beaucoup. Et dans la première intervention, il était aussi question du coût du travail, des salaires qui augmentent en Chine, etc. C'est vrai que le Made in France, on se dit, ça coûte cher. Ça coûte beaucoup plus cher pour le consommateur. Et du coup, comment faire? Guillaume Duval, vous qui avez patronné Alternative économique, comment est-ce qu'on résout cette contradiction? Oui, enfin sur cette contradiction, il y a des contre-exemples assez simples, hein. Si vous prenez les Suédois ou les Allemands, ils ont des coûts du travail qui sont supérieurs aux nôtres. Et pourtant, ils s'en sortent pas trop mal, y compris sur le plan industriel, au sens très classique du terme, et de la production industrielle sur leur territoire, par rapport à la France, hein. Donc, ce qui s'est passé en France, ce qui fait qu'on est aussi désindustrialisé, c'est bien sûr, il y a des questions globales, l'Europe mal foutue, la mondialisation dérégulée, etc. Mais il y a quand même pas mal de questions franco-françaises. La première, c'est évidemment le mépris des élites françaises pour l'industrie en général et le travail manuel en particulier, tout ce qui concerne la transformation de la matière, hein. Donc on est un pays qui est dirigé par des clercs qui sont des bons élèves issus d'un système scolaire qui vise uniquement les matières intellectuelles et qui méprise tout le reste. Et d'un système scolaire qui méprise les formations professionnelles, les lycées techniques, etc. etc. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais ça s'est encore aggravé depuis les années 80 parce que, en plus, les ingénieurs les plus cotés que nous produisons à un coût public extrêmement élevé, les polytechniciens, donc non seulement ils ne payent pas leurs études, mais on les paye pour faire des études, hein. Donc c'est une des parties du système, qui fait que le système éducatif français est anti-redistributif, hein. Donc ces polytechniciens ont découvert les joies de la finance et s'y sont adonnés à très grande échelle à partir des années 80. Ils ont laissé tomber complètement l'industrie. Donc, si vous voulez, il n'y a quand même que chez nous qu'il y a des dirigeants qui ont été assez cons pour inventer un truc comme Churuk à Alcatel, de dire qu'on allait faire des entreprises sans usine, hein. Les Allemands n'ont pas été assez fous pour avoir ce genre d'idée, etc., etc. Donc il y a quand même une responsabilité très très lourde des élites françaises dans cette truc-là. La deuxième responsabilité sur la question du coût du travail, c'est aussi une responsabilité des élites françaises. C'est la politique qui a consisté à vouloir créer surtout des emplois mal payés. Donc depuis 30 ans, tous les gouvernements de droite et de gauche, hein, il faut le dire,
ont mené la même politique de l'emploi qui a consisté à dire on a beaucoup de chômeurs peu qualifiés, c'est parce qu'on ne crée pas assez d'emplois peu qualifiés, il faut en créer plus, donc on va abaisser le coût du travail à proximité du SMIC. Ça a extrêmement bien marché, on a créé beaucoup de travail de SMICard. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout les chômeurs peu qualifiés qui les ont occupés, c'est surtout des jeunes très qualifiés qui les ont pris, parce que dans le même temps, on avait une politique éducative qui était tout à fait contraire, qui consistait à dire qu'il faut élever le niveau d'éducation des jeunes. On l'a fait, là aussi tous les gouvernements l'ont fait, 80% d'une classe d'âge au bac, plus de gens dans les facs, etc., etc. Mais au bout du compte, on s'arrangeait pour avoir une politique de l'emploi qui faisait que les seuls débouchés qu'on leur offrait, c'était des boulots de smicard. Si vous voulez, tout le monde a un SMIC en Europe aujourd'hui, sauf les pays scandinaves, les pays les plus sociaux. Mais la plupart des gens qui ont un SMIC, ils ont 3-4% de SMICards dans leur population active. Nous, on en a 15%, on est les champions du monde. Donc, ça, c'est un problème. Enfin, ça a créé des problèmes sociaux, politiques. Les jeunes se sentent déclassés, ils ont raison, etc., etc. Mais ça a aussi créé un problème industriel. Parce que en faisant ça, on a fait une politique qui a consisté à subventionner, faire subventionner le secteur des services par le secteur de l'industrie. Si vous voulez, les emplois de SMICards, ils sont surtout dans le secteur des services. Et les emplois dans l'industrie, contrairement à ce qu'on pense souvent, sont plutôt mieux payés que ceux du secteur des services. Mais comme ils sont mieux payés que ceux du secteur des services, ça veut dire qu'aussi ils payent beaucoup plus de cotisations sociales patronales. Donc aujourd'hui, les secteurs industriels en France payent 1,5 fois plus de cotisations sociales patronales que le secteur des services. Donc c'est une politique parfaitement stupide dans le contexte de la mondialisation, puisque ça consiste à... Enfin, heureusement, durant toute cette période-là, on n'a pas réellement réduit massivement les dépenses sociales en particulier. Donc il faut bien que quelqu'un paye ce qu'on ne demande plus aux entreprises qui emploient des smicards de payer. Donc c'est l'industrie qui l'a fait. Donc effectivement, on s'est tiré une balle dans le pied supplémentaire sur ce plan-là, qui explique notamment le caractère très, très massif de la désindustrialisation en France. J'ai déjà été très long, mais je voudrais dire un mot sur la question des transports. Si vous voulez, je crois que c'est vrai que dans ces débats, il y a très souvent la question des transports, du coût des transports, etc., qui est ramenée. Je pense que c'est vraiment un faux problème. C'est-à-dire que ce n'est pas le coût du transport, ce n'est pas l'élévation du coût du transport ou l'intégration des externalités écologiques du coût du transport qui va changer vraiment les choses. En matière industrielle, l'essentiel des transports qui sont faits sont du fret maritime. Faire venir des quantités de produits industriels de Chine par le fret maritime, ça ne coûte pas grand-chose en termes de coût aujourd'hui, mais ça ne dépense pas grand-chose non plus en termes d'impact carbone, contrairement à ce qu'on pense. Ce qui fait de l'impact carbone, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire amener les machins depuis un entrepôt jusqu'au magasin final ou chez le client final, etc. etc. Le transport à longue distance massif de produits industriels, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça n'a pas d'impact massif environnemental. Alors oui, je sais, c'est du mauvais pétrole qui est utilisé aujourd'hui dans les cargos, etc. Ça peut changer, ça doit se changer, mais c'est pas avec ça qu'on va relocaliser, c'est pas en internalisant le coût du transport qu'on va relocaliser l'industrie. C'est pour d'autres raisons, les raisons qu'on commence à être évoquées aussi, c'est-à-dire que notamment les salaires chinois aujourd'hui sont supérieurs, enfin, sur la côte, mais c'est là où il y a l'industrie pour l'instant. Les salaires chinois sont devenus supérieurs aux salaires bulgares ou roumains. Donc il n'y a plus de raison de jouer ce jeu-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de raison non plus, enfin je ne pense pas qu'il y aura de pays ou de zones qui sera capable de jouer le rôle de la Chine depuis 40 ans vis-à-vis de l'Europe en termes de délocalisation, etc. etc. On dit toujours, ouais, demain ça pourrait être l'Inde, etc. Mais l'Inde, c'est tout à fait autre chose que la Chine. Ce qui a fait le succès de la Chine, entre guillemets,
c'est la capacité à avoir une dictature qui fait respecter l'ordre et empêche les syndicats d'émerger, etc., dans le pays, dans un pays d'1,4 milliard d'habitants. Le problème de l'Inde, c'est que c'est une démocratie, c'est le bordel. Il n'y a pas d'État qui soit capable de planifier des infrastructures, etc. Et je pense que ça ne va pas émerger. L'Inde va être très affaiblie après la crise du Covid en particulier. Et c'est pareil pour l'Afrique. On dit souvent l'Afrique pourrait prendre le relais, etc. Le problème de l'Afrique, c'est la même chose, c'est qu'il n'y a pas d'État costaud qui soit suffisamment capable d'offrir à des investisseurs une vue d'avenir importante. Par exemple, l'Éthiopie avait commencé à être un pays où il y avait pas mal de textiles, de multinationales qui s'installaient. Vous voyez où ce que c'est devenu aujourd'hui, là. C'est un bordel monstre et personne ne va aller produire en Éthiopie. Donc on est rentré dans une phase où, à mon avis, le risque de délocalisation pour des raisons de coût est structurellement devenu beaucoup plus faible, ce qui devrait effectivement permettre de réindustrialiser la France, mais c'est un travail de longue haleine, mais Jean-Yves va y revenir, notamment parce que ce qui fait le succès d'un pays industriel, c'est la capacité à maîtriser la production des biens d'équipement. Non seulement à être capable de produire des biens de consommation, etc., mais à produire les machines qui vont dans les usines pour ces biens de consommation. Il n'y a que quand on est capable de produire les machines qu'on est capable d'être à la frontière technologique qui permettent d'être puissants dans l'industrie en question. Si vous dépendez de l'importation de machines d'autres pays, etc., vous êtes toujours à la ramasse, à la remorque, en retard par rapport aux pays où ces machines sont produites, qui sont en avance sur cette industrie-là. Et c'est vraiment le drame de l'économie française, c'est d'avoir perdu complètement pied sur le secteur des biens d'équipement. C'est lié notamment aux investissements beaucoup trop importants qu'on a fait pour ne produire qu'un seul type de bien d'équipement qui s'appelle des centrales nucléaires, dont personne ne veut. Et ce qui fait que tous les moyens financiers, tous les moyens humains qui étaient disponibles en France pour produire des biens d'équipement ont été concentrés sur ce seul secteur. Mais je pense que Jean-Yves va y revenir. Merci Guillaume. Tu as été un peu long, mais tu as quand même posé un cadre assez large qui nous donne pas mal de matière. Avant de passer la parole à Jean-Yves sur une question, j'aimerais juste faire réagir Marie-Claire parce qu'on a eu un petit désaccord avec toi. Et Marie-Claire, si tu peux répondre rapidement. Oui, non, mais rapidement, en tous les cas, le risque de délocalisation compte tenu des coûts, je pense que les dirigeants des grands groupes, ils ne l'ont pas encore, en tous les cas, internalisé dans leur tête. Parce que, effectivement, la question, c'est bien aujourd'hui de localiser ou de relocaliser l'industrie, mais y compris dans un premier temps, c'est d'éviter l'hémorragie des emplois qui est en train de continuer. C'est-à-dire que si on continue à se désindustrialiser comme ça, de toute façon, on ne dressera pas l'économie. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit en particulier dans le secteur automobile, c'est que de façon opportuniste, parce qu'on dit qu'on ne va plus produire de véhicules thermiques d'ici 2025 ou 2030, on ferme des tas de centres de production en France, mais pas parce qu'on ne le fait plus. Ce que font les grands constructeurs automobiles, c'est qu'ils vont le faire en Tunisie, en Turquie ou dans les pays de l'Est en Europe. Donc ils continuent quand même à délocaliser des emplois dans des pays à bas coûts sociaux et qui sont maintenant dans les pays de l'Est de l'Europe. Merci. Jean-Yves Grandidier, on a une question là sur. Puis évidemment, vous pouvez réagir un peu globalement à tout ça, mais on a une question qui touchait particulièrement les ENR. On ne produit plus ou peu de machines de production renouvelables en France. Comment est-ce qu'on pourrait redéployer des filières de production photovoltaïque et éolien made in France? Première question. Et puis pour rebondir sur la question du monsieur aussi. Les énergies renouvelables ont souvent été critiquées parce qu'on ne savait pas forcément les recycler. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les progrès réalisés en la matière? Comment est-ce qu'on recycle des panneaux solaires, des éoliennes aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous, typiquement, vous avez prévu en la matière? Merci Pierre. Merci déjà de m'avoir invité à pouvoir contribuer à ce débat. Peut-être en introduction, parce que c'est vraiment... je voudrais faire une petite comparaison France-Allemagne. Là, on a parlé, l'industrie en France, c'est 12,5%. En Allemagne, c'est 2 fois plus.
Guillaume a expliqué une partie des raisons et il connaît bien mieux l'Allemagne que moi. Il a fait un bouquin là-dessus. Moi, depuis mon spectre transition énergétique et développement des énergies renouvelables, ce que j'ai vu depuis le temps que j'y suis, c'est qu'en fait, la transition énergétique en Allemagne, ça s'est conçu conceptuellement en fin des années 80 et en particulier par Hermann Scher, un grand nom du SPD, qui a conçu ça en disant on va aller faire la transition énergétique, et donc on va développer massivement les énergies renouvelables qui ont commencé à se développer là-bas à partir du début des années 90, mais c'était aussi une stratégie industrielle. C'était une stratégie de reconversion, en particulier des industries navales du nord de l'Allemagne. Et du coup, vous avez vu apparaître, à partir des années 90, des usines de fabrication et d'assemblage d'éoliennes, en particulier, parce que c'est des gros composants, comme l'est l'industrie navale, qui sont installés dans les grands ports d'Allemagne du Nord, Lübeck, Husum, etc. Voilà. Donc, il y a vraiment la transition énergétique, c'était aussi une stratégie industrielle de reconversion d'une partie de l'industrie vers les énergies renouvelables. Et je pense que ça a contribué, peut-être que toi tu le sais, à quel niveau ça a pu contribuer à ce que l'Allemagne conserve cette part de l'industrie. Et alors, pourquoi nous, on ne l'a pas fait à ce moment-là? Je pense que la raison invoquée par Guillaume n'est pas mauvaise. Oui, effectivement, on s'est concentré seulement sur un certain bien d'équipement. Voilà, on pense que le nucléaire, et on le pensait, serait éternel et que voilà, et qu'on allait pouvoir continuer, etc. Et on a peut-être pendant, je dirais, dans les années 90 et le début des années 2000, on a négligé effectivement le fait qu'il pouvait y avoir aussi des industries de fabrication d'éoliennes et puis de panneaux solaires. Pour exemple, Areva, donc Anne Lauvergeon, qui voulait investir et racheter Bonus début des années 2000, elle en a été empêchée par l'agence des participations de l'État. Voilà. Donc, Bonus n'a pas pu être racheté par Areva à l'époque. Alors attends, ben justement, je vais y arriver. Bonus, c'est un fabricant d'éoliennes qui était danois. Et en fait, aujourd'hui, Bonus, c'est Siemens. C'est Siemens Wind. Voilà, les plus gros fabricants d'éoliennes offshore au monde. Donc voilà, il y a quand même eu, il y a eu quelques. Et là, je voulais prolonger ce que tu disais, c'est que il y a aussi un problème de culture industrielle ou manque de culture industrielle au ministère de l'Industrie et à Bercy en général. Quand on voit tous les stop and go qu'on nous impose avec des remises en cause de tarifs qui ont été données, la manière dont la parole de l'État est remise en cause. Là, on voit dernièrement sur les tarifs solaires des époques 2006-2010. Voilà, il y a quand même un problème vraiment de culture industrielle, de mettre en place un cadre stable pour pouvoir développer l'industrie et nos énergies renouvelables. Nous, on a besoin de visibilité et de traçabilité sur le long terme en tant qu'entreprise pour le faire. Et là, de ce point de vue-là, il y a aussi une très grosse différence avec l'Allemagne. En France, on a, au niveau du gouvernement, et en particulier au niveau des ministères de l'industrie et de l'économie, il n'y a pas de culture industrielle. Il n'y a pas de culture industrielle. Parce que c'est même pas des X. Il y aura peut-être quelques X, peut-être ça ira un peu mieux, mais c'est des gens qui n'ont pas cette culture-là. Ce n'est pas leurs études. Voilà, bon, on ne veut pas, mais il faut voir que ça contribue aussi fortement à ce problème-là. Moi, je voudrais peut-être rebondir un peu sur ce qui s'est dit hier, là, quand on parlait du récit politique, nouveau récit politique. Je pense que le nouveau récit politique, ça pourrait être l'écologie. Et dans le domaine économique, ça pourrait se traduire par remplacer en fait la matière première et l'énergie fossile par de la matière grise. Alors je vais illustrer. Vous avez une maison qui consomme de l'énergie. Pour pouvoir économiser l'énergie, vous allez isoler, alors plutôt avec des matériaux biosourcés dont tu as parlé, fibres de bois, sous-toiture, vous allez mettre des fenêtres, on va mettre peut-être une pompe à chaleur, pourquoi pas solaire d'ailleurs au passage, pour profiter de l'énergie solaire, et on va réduire nos consommations, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va fabriquer des biens d'équipement. Et donc,
Et c'est bien, il faut des usines pour les fabriquer, la pompe à chaleur, etc. Et donc, effectivement, c'est la matière grise qui va guider les mains de ceux qui vont dans les usines contribuer à fabriquer ces équipements. Et c'est vraiment le récit qu'on peut raconter côté économique, c'est qu'effectivement, on peut relocaliser grâce à l'écologie notre industrie, parce qu'on va remplacer l'énergie fossile et la matière première non recyclable par des biens d'équipement, et des biens d'équipement qu'on va recycler. Et là, je réponds à ta question. Aujourd'hui, les panneaux solaires, ça se recycle à plus de 90%. Et les éoliennes, c'est pareil, plus de 90%, avec un objectif qui nous a été fixé par le gouvernement dans 5 ans de pouvoir recycler ça à plus de 95%. Voilà. Il faut savoir qu'une éolienne, c'est beaucoup d'acier, c'est du cuivre, et donc c'est quand même des choses qui se recyclent quand même pas mal. Voilà. Il reste le problème des pales. Le recyclage matière des pales actuellement est un peu difficile parce que c'est des résines thermodurcissables, et que effectivement, là, pour casser les atomes, les molécules qui ont été réticulées, c'est un peu compliqué. Donc, on le fait par le feu. Et en fait, les cimentiers sont assez preneurs actuellement parce que ça permet de leur apporter le carbone dont ils ont besoin pour fabriquer leur ciment. Voilà, donc on les brûle actuellement dans les fours. Il n'y a pas de pales qui sont enterrées en France, hein, contrairement à ce qu'on a pu voir sur des pamphlets anti-éoliens récemment. Non, voilà. Et puis aujourd'hui, on est en train de trouver les solutions pour pouvoir faire un recyclage matière, c'est-à-dire que mettre des résines thermoplastiques qui vont fondre à 120 degrés et qui font que d'un côté, on va récupérer la résine liquide, et puis de l'autre côté, on récupérera les tissus, les mattes, les fibres de verre de l'autre côté, quoi. Voilà. Donc ça c'est ce qui est en train de se préparer. Merci. Bon, on a déjà abordé beaucoup de sujets. Peut-être refaire un tour dans le public, parce que j'avais vu qu'il y avait des personnes qui voulaient intervenir. La dame, là, vous aviez levé la main ici. Voilà. Et puis ensuite le monsieur. Merci. Ma question, en fait, elle se porte sur... Moi, je travaille beaucoup avec des dirigeants, et notamment des dirigeants industriels. Et la question se porte sur comment est-ce qu'on peut les embarquer. Quels sont les leviers aujourd'hui pour pouvoir leur parler et leur dire... j'ai noté évidemment pas mal d'arguments, mais comment est-ce qu'on peut s'adresser à des dirigeants aujourd'hui industriels pour leur dire qu'ils vont être acteurs de cette transition nécessaire? Vous faites quoi, vous? Alors, on accompagne en fait des entreprises sur les sujets climat, biodiversité, ressources, droits humains, lorsque la chaîne de valeur s'y prête, mais surtout pour aboutir à l'économie régénérative. Et donc, on a aussi cette casquette prospective qui fait que comment demain l'activité de l'entreprise non seulement n'est pas juste là pour constater, évaluer, réduire et compenser, mais qu'elle est également là aussi à un moment donné pour contribuer à travers son activité à la régénération du vivant, quel qu'il soit. Il y avait monsieur ici et monsieur à côté. Bonjour à tous, merci pour vos interventions. Donc c'est pas un sujet que je maîtrise très très bien, mais je voudrais savoir si dans le contexte de ce débat, on pourrait parler de la publicité. Guillaume, de l'activité publicitaire, Guillaume Duval parlait tout à l'heure du fait que en France et je suppose dans beaucoup de pays occidentaux, on a un mépris pour l'industrie, pour les travaux manuels, et on privilégie le savoir-faire plutôt intellectuel. Et je voudrais mettre ça en parallèle avec le fait que beaucoup d'entreprises ont fait le choix de délocaliser pour plusieurs raisons parmi lesquelles le fait que dans les pays européens ou dans les pays d'Amérique du Nord, on va se concentrer et investir massivement dans le marketing, dans la publicité, dans la recherche de la promotion de l'image de l'entreprise. Et je voulais savoir si
dans une certaine mesure, la régulation de toute cette activité pouvait avoir un impact en termes dans le cadre de cette volonté de réindustrialisation. Donc voilà, ces remarques me sont inspirées par l'ouvrage de Naomi Klein, Nos logos. Donc voilà. Merci. Bonjour. Je voulais vous poser une question que je me pose souvent en tant que militant écologiste, c'est que d'un côté, je suis convaincu qu'il faut réindustrialiser la France, et de l'autre, souvent, je suis face, moi, à des projets que je n'arrive pas à évaluer. Est-ce qu'il faut, par exemple, remettre des mines de métaux en France? Et si oui, quels métaux? Et si on fait ça, comment est-ce qu'on s'assume qu'on n'est pas sur une augmentation constante de la consommation de métaux? Et en fait, ce genre de questions, j'y fais beaucoup, ils font souvent face. J'habite à Nantes et il y a la ZAD du Carnet à côté où en fait il y avait tout un système d'éco-industrie sur une zone humide, et souvent on est face à ce genre de questions. Et donc finalement ma question c'est, je ne comprends pas trop comment ça marche les stratégies industrielles en fait. Comment est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie industrielle qui ne soit pas juste, comme disait le monsieur, réindustrialiser, enfin refaire ce qui son avait fait, mais avoir vraiment une stratégie industrielle qui soit écologiste et qui va vers ce gros mot de la décroissance, en tout cas au niveau global. Bonjour. Moi, c'est un peu la question qui tue évidemment sur les éoliennes, mais on vient de Picardie. Et à la base, moi, je trouve les éoliennes, je trouve ça hyper bien, beaucoup mieux que les centrales nucléaires, bien sûr. Mais en Picardie, on en a absolument partout. En plus, avec des lumières rouges la nuit. Moi, quand je promène mes chiens, ça les terrorise. Hein, c'est vraiment des yeux rouges dans la nuit, ça pose problème. Et on a un vrai problème quand même au niveau des paysages. C'est vrai que c'est de façon très, je sais pas, c'est très anarchique. Il y en a partout, surtout dans la Somme. C'est assez terrible. Alors, j'ai entendu parler d'éoliennes qui n'auraient plus de pales, peut-être. J'avais vu qu'il y avait un projet comme ça qui bougeait. Ça c'est peut-être un peu moins. Alors, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a quelque chose de prévu un peu pour ça, pour que ça soit un peu moins anarchique, pour qu'on préserve aussi nos paysages? Donc, voilà, c'est la question que je me posais. Merci. Bon, ça fait beaucoup de matière pour nos intervenants. Alors, j'ai noté plusieurs questions. Peut-être vous faire réagir sur la première, la question du culturel quelque part, et comment est-ce qu'on fait pour... Bon, on a deux problèmes culturels. Le premier, c'est que nos élites n'ont pas cette culture industrielle. Ça, on l'a beaucoup souligné. Et le deuxième problème culturel, c'est qu'on a beaucoup de capitaines d'industrie qui n'ont pas encore compris, même si on avance assez vite depuis 2 ans, mais ce que c'est justement que des notions comme l'économie régénérative, la circularité et tout. Et comment est-ce qu'on fait pour les embarquer, pour les accompagner aussi, puisque il s'agit souvent d'accompagnement dans cette perspective-là. Alors peut-être Marie-Claire, vous voulez commencer, puis Jean-Yves, qui en est un, dira. Oui, je peux commencer par là et puis continuer un peu sur l'énergie quand même, si c'est possible. Non, alors moi, je partage entre autres ce qui a été dit par Guillaume, c'est-à-dire qu'on n'a plus... au CESE, j'ai fait un avis qui s'appelait Économie, Industrie, un moteur de croissance et d'avenir. D'ailleurs, j'avais eu l'honneur d'auditionner Guillaume Duval pour ce rapport. Et on avait auditionné aussi Pierre Musso, qui est un philosophe qui venait d'écrire un livre sur l'industrie et qui disait qu'il faudrait que la France retrouve son esprit industriel. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a une élite, on a des dirigeants qui ne comprennent pas ce que c'est que l'industrie. Mais dans les plus hautes sphères, hein. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait plus de ministère de l'industrie. Ça faisait très longtemps qu'on avait un ministère de l'industrie, on n'avait plus de ministère de l'industrie. Donc, si on veut avoir un gouvernement de l'industrie, on n'avait plus de ministère de l'Industrie. Là, on a une secrétaire d'État depuis quelques années, mais le ministère de l'Industrie avait disparu. C'était très significatif. C'est-à-dire que si on veut avoir un État, enfin nous, ce qu'on appelle de nos voeux, un stratège qui puisse planifier, prévoir un petit peu la politique industrielle du pays, et ben, il faut qu'on ait des gens qui soient capables de le penser et qui ne soient pas que des financiers, que des banquiers. Or, aujourd'hui, effectivement, à la tête du pays, à la tête de nos ministères, on n'a que des gens qui pensent finance, qui pensent dividendes, voilà, ainsi de suite. Donc ça, c'est un véritable problème. On n'a plus de capitaine d'industrie comme il y a pu y avoir à une époque. Hein. Et donc, à la tête des entreprises, alors principalement, quand on parle des entreprises, je pense qu'il faut vraiment faire une différence, parce qu'une PME de 20, 30, 50 personnes, elle n'a rien à voir avec un grand groupe du 440, quoi. Hein. Mais à la tête des grandes entreprises, c'est pareil. On a des dirigeants qui sont les yeux rivés sur leur tableau Excel et qui dirigent, comme dirait Alain Supiot, par les nombres, quoi.
C'est-à-dire qu'ils regardent les dividendes qu'ils vont verser à leurs actionnaires. Donc ça, c'est un véritable problème. Donc, dans ce cadre-là, essayer de leur faire comprendre qu'il faut que leur entreprise réponde aux défis sociaux et environnementaux, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc moi, je pense qu'une des choses incontournables de ce point de vue-là, c'est que ceux qui font le travail, les salariés, les travailleurs, ils puissent donner leur mot sur ce qu'ils produisent, sur comment ils produisent, sur leur travail, quoi. C'est-à-dire qu'ils puissent participer aux orientations stratégiques des entreprises. Mais ça, à chaque fois que cette revendication, on essaye de la porter dans le débat, c'est très très compliqué, hein, parce qu'entre autres, le MEDEF, il est vraiment arc-bouté contre, quoi. Il veut bien que les travailleurs donnent leurs avis sur, je veux dire, la santé en entreprise, c'est des choses très importantes, hein, je ne dis pas que ce n'est pas important, hein, mais sur les stratégies des entreprises, ça c'est très très compliqué, hein. Alors après, juste un petit mot, si je peux me permettre, quand même sur l'énergie, parce que ça me tient un petit peu à cœur, Guillaume le sait. Non, mais parce que très souvent, je pense que quand on parle de transition énergétique, on va tout de suite sur la question transition électrique et le nucléaire. Alors que je pense que la transition énergétique, c'est beaucoup plus large que ça. C'est la question énergétique et pas que électrique. Et ces choses-là, il faut vraiment les regarder au niveau... Parce que, par exemple, lors de tête, je crois que le nucléaire, si on prend l'énergie en France, c'est que 40%. C'est 95% du mix électrique, mais c'est que 40% du mix énergétique. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Et quand on regarde les questions de transition énergétique, qu'est-ce qu'on veut faire dans une transition? Il faut se poser la question. On parle beaucoup de transition, mais c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'émettre moins de gaz à effet de serre, entre autres, et c'est de consommer moins d'énergie. Donc, quand on dit ça, il faut regarder quels sont les secteurs qui sont consommateurs d'énergie, émetteurs de gaz à effet de serre. Or, en France, les deux secteurs, c'est transport et logement. Donc la première question, c'est comment on arrive à diminuer la consommation énergétique de ces secteurs et à diminuer leur émission de gaz à effet de serre. Bon, pour les logements, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, la question c'est d'avoir des plans massifs d'isolation, y compris avec une véritable filière industrielle, en formant des salariés, parce que ça ne veut pas dire qu'on va prendre des salariés détachés qu'on va payer avec un lance-pierre, hein, parce que c'est ce qui se passe quand même trop souvent jusqu'à présent. Et puis la question des transports, ça veut dire développer les transports collectifs, développer le fret, développer le wagon isolé, et puis les transports propres, bien entendu. Et y compris, quand on parle de ça, on parle aussi de l'urbanisme. C'est-à-dire, c'est de l'étalement urbain, c'est est-ce que ça va être toujours possible dans l'avenir d'avoir une maison complètement isolée en campagne, sans transport collectif, et donc de prendre sa voiture individuelle. Enfin, c'est toutes ces questions-là que ça pose, y compris ça pose la question aussi de l'organisation du travail. Quand on a du travail fractionné, que les gens ils travaillent 1 heure le matin ou 2 heures le matin dans un hôpital au nord de Paris, et puis qu'après, le soir, ils travaillent 2 heures dans un autre endroit. Voilà. C'est toutes ces questions-là qu'on pose avec la question de transition énergétique. Vous voyez, je pense qu'il ne faut surtout pas la restreindre à la question électrique et nucléaire ou pas nucléaire, qui est un débat qui est souvent... alors, par contre, moi, je pense qu'il faut l'aborder, effectivement, ce débat-là. Moi, à la CGT, on développe l'idée d'avoir un mixte énergétique et en particulier un mix électrique. Donc aujourd'hui, moi, ça me semble aberrant de vouloir dire l'objectif justement de la transition énergétique et électrique, c'est de remplacer une énergie carbonée par une énergie décarbonée et non pas une énergie décarbonée par une énergie décarbonée. Donc commencer à vouloir dire on va remplacer du nucléaire qui n'émet pas de carbone par autre chose, voilà, il n'y a pas de logique derrière ça. Alors, s'il vous plaît, on ne part pas sur l'énergie, parce que ça va aller très très loin, je le sais, même si on voit le lien avec notre sujet, mais je vais vous demander vraiment voilà, on parle surtout industrie, même si il nous faut des renouvelables. Surtout ce qui a été dit, pour en revenir à la question culturelle, est-ce que vous voulez réagir? On a aussi une question qui a été assez fondamentale, qui a été posée, mais par vous deux, en fait, qui est celle de, oui, on veut être souverain, on veut se décarboner, mais qu'est-ce qu'on est prêt à, disons, à accepter pour ça? Est-ce qu'on est prêt à accepter des éoliennes dans les champs à perte de vue en Picardie, voilà? Est-ce qu'on est prêt à accepter des mines? Est-ce qu'on est prêt à accepter toutes ces externalités entre guillemets négatives, tant environnementales que visuelles, pour nos objectifs? Donc là, il y a un travail culturel aussi. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, peut-être commencer par Jean-Yves et puis Guillaume ensuite. Oui, par rapport à ça, bon, c'est vrai que les énergies renouvelables, hein, qui sont quand même qui vont se développer. Alors, malgré tout, il faut comprendre que je ne veux pas revenir à l'énergie, mais il faut quand même faire une petite assise.
Aujourd'hui, on consomme 480 TWh d'électricité. En 2050, d'après ce que dit la stratégie nationale bas carbone, ce n'est pas moi qui l'invente, ce serait 650 TWh. Donc on va augmenter notre consommation d'électricité de 170 TWh. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour pouvoir décarboner notre consommation d'électricité, notre consommation d'énergie, pardon, et tu l'as bien dit, mobilité, logement, eh bien, on va électrifier. En fait, voilà. Donc, en fait, de toute manière, le moyen qui va permettre de produire ces quantités d'énergie supplémentaires, on le voit, celles qui sont disponibles, celles qui peuvent se faire à bas coût, c'est principalement l'éolien et le solaire. Et je les mets les deux ensemble, parce qu'ils sont complémentaires, parce que c'est les moyens de produire l'énergie électrique les moins coûteux actuellement, et parce que c'est ceux qui ont un potentiel de développement absolument important par rapport à nos besoins. Voilà, donc, et en plus de ça, il y a un alignement de planète avec ces besoins nouveaux qui vont être besoins par rapport à ces énergies variables dans le temps, par rapport à ces nouveaux besoins qui seront flexibles et qui vont apporter au système électrique la flexibilité que n'ont pas ces énergies variables. Ce qui fait que finalement, ça va très très bien se passer. Moi, je l'ai simulé heure par heure, le fonctionnement du système électrique, et ça passe. Et il faut qu'on arrive à faire ce qu'il faut pour que nos concitoyens en tirent le profit de ces énergies renouvelables qui ne sont pas chères, les rendre résilients et leur permettre de consommer justement en stockant dans les usages, charger la voiture électrique à midi quand l'électricité ne sera pas chère, pareil, etc. Bon. Donc nous, nos projets, effectivement, c'est des projets où il y a une forte intensité capitalistique puisqu'il n'y a pas de carburant dans ces projets-là. Et donc, c'est l'investissement initial qui fait l'essentiel du coût de production. On ne peut pas le nier. Mais il ne faut pas que ce soit que ça. Il ne faut pas que ce soit que ça. Et il faut qu'on adresse aussi les autres grands enjeux du siècle pour effectivement que nos projets soient vraiment des projets ancrés dans les territoires, qui soient bien acceptés par les populations. Et moi, je verrais quatre enjeux majeurs pour pouvoir effectivement rendre ces projets industriels et l'industrie écologique. Premièrement, c'est le contenu local. Favoriser le contenu local, essayer plutôt d'aller chercher les entreprises locales pour fabriquer ces équipements ou pour les marchés de travaux de ces équipements qu'on a dans nos territoires. Moi, dans mon entreprise, en plus des contenus locaux, on met en place des clauses d'insertion pour les gens qui sont éloignés de l'emploi. Je pense que ça, c'est à visée sociale, même plus qu'écologique, on va dire. Des gens qui sont depuis 1 an et demi, 2 ans au chômage, eh bien, on met en place une partie des marchés de travaux, des heures pour monter les installations photovoltaïques et maintenant éoliennes. Eh bien, ça va être donné à des contrats d'insertion et c'est des gens ensuite qui finalement se réinsèrent par l'emploi et qui peuvent derrière déboucher sur des CDI, voilà, et des emplois à long terme. On a de très très belles histoires à raconter. C'est des choses qui se faisaient dans le public. Et moi, j'ai été impliqué par Noël Mamère dans le pli des graves, dans le plan local d'insertion par l'emploi du secteur de Bègles. Et c'est là que j'ai découvert ça et qu'on les a mis en place dans le secteur privé. On peut le faire. Il peut y avoir des politiques. Et j'essaye d'interpeller la ministre du Travail, Madame Borne, pour lui dire mais mettez un bonus sur les gens qui mettent en place des clauses d'insertion dans ce genre de choses. Donc on peut faire ces choses-là. La deuxième chose, c'est la protection de l'environnement. C'est vachement important, c'est la biodiversité, c'est l'autre enjeu du siècle, on va dire. Eh bien, on essaye de faire des choses qui soient même un plus pour la biodiversité. Et puis chez moi, j'ai des jeunes femmes, des jeunes hommes qui sont créatifs, qui prennent les enjeux et qui arrivent à concevoir des choses où on va avoir une haie avec des chiroptères trop proches de l'éolienne, mais elle n'est pas de très bonne qualité, donc on va la déplacer, on va la mettre un peu plus loin pour qu'il y ait moins d'impact, et puis on va faire une haie avec des plantes de bonne qualité pour développer les chiroptères, des linéaires plus longs. Voilà, on peut arriver, et pareil pour le photovoltaïque. Nous, on a mis du photovoltaïque à la place d'une partie de la forêt des Landes détruite par la tempête. On n'a pas replanté d'arbres à cet endroit-là, mais on refait des biotopes de land humide. Et il y en a besoin.
Et il y en a beaucoup plus besoin que ce qu'on pourra mettre de panneaux solaires. Et en plus de ça, comme on nous demande de faire des mesures de compensation environnementale, eh bien effectivement, on coupe à côté des arbres, on éclaircit les forêts pour pouvoir permettre de réouvrir les milieux. Alors ça aussi, c'est un problème de valeur aussi qu'il faut que les gens comprennent. On dit, ouais, couper des arbres, c'est pas beau. Ben, moi, quand je suis arrivé dans le domaine des énergies renouvelables, il s'est trouvé que mon premier projet éolien, c'était sur une crête dans le sud de l'Aveyron. Il y avait des hêtres d'altitude qui s'étaient redéveloppés avec la déprise agricole, et il y avait une refermeture du milieu. Et pour faire mes plateformes, il fallait que je coupe ces hêtres. Et j'ai dit à l'ONF, le gars de l'ONF, mais il ne faut pas couper les hêtres, là c'est emmerdant. Il m'a dit, mais non, c'est très très bien. Vous allez rouvrir le milieu. Et il y a un tas de plantes étouffées, des plantes endémiques, des petites fleurs, qui sont étouffées par la déprise agricole et par la fermeture de ces milieux, qui vont revenir. Donc voilà, on peut faire des choses, mais il faut aussi changer le système de valeur. Il faut se rendre compte que voilà, parfois couper des arbres à certains endroits, ça peut être bien pour refaire des prairies permanentes qui vont stocker du carbone, etc. Donc protection de l'environnement. Et on peut le faire. Il faut que les politiques publiques incitent à le faire. Troisième chose, redynamisation des territoires ruraux sur lesquels on est. On est quand même plutôt en campagne, nous, avec l'éolien et le solaire au sol. Eh bien, il faut trouver le moyen de redynamiser ces territoires. C'est des projets qui sont d'envergure à l'échelle de ces territoires et il faut pouvoir le faire. Et le quatrième moyen, c'est la participation citoyenne dans le cours du projet, de l'élaboration du projet, la concertation, mais aussi la participation financière, permettre aux gens qui sont autour des projets de pouvoir contribuer financièrement, d'investir une partie de leur argent et de pouvoir aussi récupérer une partie de la valeur qui est créée par ces projets. Voilà, j'en vois 4, il y en a peut-être d'autres, mais déjà avec ça, je pense qu'on améliorera bien les choses. Et le temps est déjà long et je n'ai pas répondu à la question de madame, alors je ne sais pas si je peux le faire par rapport à la Picardie plus tard. Mais ça aurait été une bonne transition par rapport à ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave, on le dira plus tard. Oui, je voudrais juste caser un mot sur le débat précédent. Contrairement à ce qu'on pense, un des moyens les plus efficaces de réindustrialiser, c'est d'avoir des normes plus contraignantes que les autres. C'est ce qu'ont fait les Allemands, c'est ce que expliquait tout à l'heure, j'arrive. C'est en se donnant des contraintes plus fortes que les autres qu'ils ont pris de l'avance. Quand vous avez des contraintes plus fortes que les autres, vous obligez les acteurs à s'adapter à ces contraintes, ils développent des nouveaux procédés, etc. etc. Et quand les autres sont obligés eux aussi d'adopter le même type de normes parce que c'est la crise écologique, etc., vous avez de l'avance et vous vous mettez à exporter les procédés que vous avez développés chez vous. C'est comme ça que ça a marché pour l'Allemagne, comme ça que ça peut marcher chez nous. Je sais que tous les lobbies disent exactement le contraire tout le temps, que ah là là, c'est la catastrophe et tout, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi en termes de contraintes supplémentaires, etc., etc., mais c'est un des leviers les plus importants qu'il faut utiliser. Simplement, il faut être moins con que les lobbies et pas croire tout ce qu'ils vous racontent. Et pour ça, il faut savoir aussi comment fonctionne l'industrie pour de vrai. Et c'est un problème en France. Ok. Deuxième chose sur la culture, etc., sur comment est-ce qu'on embarque les entreprises. Moi, je suis très confiant pour une raison particulière qui a commencé à être évoquée, c'est les jeunes, c'est la jeunesse. Une entreprise qui aujourd'hui ne développe pas non seulement un discours, mais une pratique très sérieuse sur ces domaines-là, elle ne réussit pas à embaucher. Personne ne veut bosser dans des entreprises qui sont dégueulasses sur le plan environnemental. Donc là, il y a une pression énorme sur le marché du travail à faire en sorte que les boîtes changent et pas simplement leur discours, mais soient sérieuses là-dessus. Et donc ça, c'est un formidable moteur qui obligera de plus en plus, parce que bon, vous avez tous vu les vidéos, même Alix, dont j'ai dit beaucoup de mal, il commence à prendre ces sujets-là très au sérieux, etc., etc., les jeunes en particulier. Donc ça va changer. Alors après, par rapport à la question qui a été posée, les mines, et puis la question à laquelle on n'a pas répondu précédemment sur est-ce qu'il s'agit de refaire ce qui a été fait avant, etc., oui, il faut développer un discours pour expliquer en quoi c'est très différent de l'industrie d'avant.
Si vous voulez, le problème auquel on est confronté, c'est le suivant, c'est que l'Europe, la France, c'est les zones les plus anciennement industrialisées au monde. Comme c'est les zones les plus anciennement industrialisées au monde, c'est aussi celles qui ont le plus épuisé sur leur propre territoire les énergies fossiles et les matériaux non renouvelables, miniers, etc., etc. Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on développe une production en se passant de ça. Parce qu'on ne l'a plus chez nous. Si on continue à en être dépendant, ça veut dire qu'on continue à filer du fric à des gens aussi peu recommandables que Vladimir Poutine, Mohamed Ben Salman et tous les autres. Donc il s'agit de développer une industrie qui tourne autour du recyclage, qui tourne autour des énergies non renouvelables, etc., etc. C'est tout à fait une autre type d'industrie. Bon, alors sur les mines, je pense que c'est pas le souci aujourd'hui. Enfin, c'est pas réindustrialiser, ça veut pas dire réouvrir des mines. Ça veut dire construire une autre type d'industrie. Et je dois dire que sur ce plan-là, si vous voulez, j'ai dit beaucoup de mal des élites françaises, mais il y a quand même un autre souci qui a freiné la France sur le plan industriel depuis 3 siècles, c'est le fait qu'on est un pays beaucoup moins densément peuplé que les pays qui sont développés industriellement très fort. Donc il y a 2 fois moins de Français par kilomètre carré qu'il y a d'Allemands par kilomètre carré, qu'il y a d'Anglais par kilomètre carré, qu'il y a d'Italiens par kilomètre carré. Ça veut dire notamment que dans ces pays-là, il y avait beaucoup de villes, il y avait beaucoup d'universités, beaucoup de sous-traitants, etc., etc. C'était facile de construire l'industrie du bon vieux temps parce que justement, c'était facile d'avoir des relations de proximité entre différents acteurs du capital industriel, intellectuel, financier, etc., répartis sur un territoire et de manière assez dense. Une des choses qui a fait qu'on a eu beaucoup de mal à industrialiser la France, c'est qu'on n'était pas comme ça. C'est qu'on a eu la centralisation à Paris, on avait beaucoup de territoires agricoles ou de terres agricoles, etc., de zones rurales. Donc, pendant 3 siècles, ça a été un gros inconvénient pour le développement de l'industrie française. Au XXIe siècle, ça devient un atout formidable. C'est-à-dire que la richesse principale, y compris pour redévelopper une industrie aujourd'hui, la richesse principale, c'est la terre agricole, c'est les espaces ruraux. Parce que la seule chose qui peut réellement se substituer aux énergies fossiles, c'est des produits d'origine agricole. Les énergies fossiles, fondamentalement, ce que c'est des produits agricoles qui sont restés enfermés dans la croûte terrestre et qui se sont transformés dans la croûte terrestre en des trucs qu'on peut utiliser pour d'autres choses, et notamment pour de l'énergie, pendant des millénaires. Si on veut substituer ça, c'est essentiellement à base de produits d'origine agricole. Il faudra construire des maisons en bois, il faudra utiliser des textiles qui soient plus d'origine pétrolière, il faudra remplacer les plastiques par des machins qui seront probablement d'origine agricole aussi, etc., etc. Donc ça va poser des problèmes formidables à l'échelle mondiale parce que ça va accroître le combat pour les usages des terres agricoles, donc qui vont être plus seulement alimentaires, etc., etc. Mais pour la France, ça représente une chance extraordinaire. Si vous voulez, la base de terres agricoles et d'espaces ruraux qu'on a peut être le vecteur de base de la réindustrialisation de la France. Alors ça veut dire tout un travail très important à faire dans le domaine des biens d'équipement que j'ai déjà évoqué, mais ça peut être la grande chance de la France au XXIe siècle. Ça suppose évidemment de ne pas aller dans le sens où Emmanuel Macron veut aller, mais il n'était pas tout seul. Tous les gouvernements l'ont fait depuis 30 ans. C'est les métropoles, il n'y a que ça de vrai. Il faut laisser tomber tous les territoires ruraux parce que c'est parce que en entretenant tous ces territoires, c'est là qu'on dépense trop de fric et que ça empêche nos métropoles d'être concurrentes avec les autres métropoles mondiales. Tout ça, c'est probablement fini. Et c'est probablement une des plus grandes leçons du Covid que ça va être fini. C'est-à-dire que, je sais que les maisons se vendent comme des petits pains dans la Nièvre en ce moment, etc. etc. Mais c'est probablement une rupture majeure qui est en train de se produire de ce mouvement d'urbanisation, de concentration sur les métropoles à l'échelle mondiale.
Et dans ce contexte-là, on a en Europe des atouts formidables si on sait les exploiter. Peut-être juste un mot sur nucléaire, non nucléaire, si Pierre me permet. De toute façon, c'est moi qui ai le micro. La question que posait Marie-Claire tout à l'heure, c'est pas de substituer ou pas du nucléaire avec du non nucléaire. Le problème qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est obligé de fermer ces centrales qui ont 50 ans d'âge et qui risquent toutes de tomber en rade en même temps. Est-ce qu'on reconstruit des centrales nucléaires ou est-ce qu'on reconstruit autre chose? Simplement, reconstruire des centrales nucléaires, quoi qu'on pense du truc, aujourd'hui, c'est parfaitement irrationnel et stupide. C'est des technologies qui sont beaucoup plus chères, qui sont devenues aujourd'hui beaucoup plus chères que les énergies renouvelables et qui restent excessivement plus dangereuses. On ne sait toujours pas quoi faire des déchets, ça risque toujours d'exploser, etc., et qui sont infiniment plus dangereuses que les énergies renouvelables. Alors après, c'est vrai que les énergies renouvelables, c'est des énergies qui sont dispersées sur le territoire, c'est-à-dire que des centrales nucléaires, il n'y en a 15 sur le pays. Enfin, si on fait des énormes centrales comme on a fait, il n'y en a 15 sur le pays. Il n'y a que certains coins qui seront emmerdés parce que ça risque d'exploser dans leur coin. Et il n'y a que quelques coins qui seront emmerdés parce qu'on voudra mettre tous les déchets chez eux, etc. C'est vrai que construire le développement sur le renouvelable, ça implique d'en avoir un peu partout et que chacun en est dans son environnement. Alors c'est vrai que c'est toujours très facile de mobiliser les gens pour gueuler quand c'est comme ça, mais je pense que c'est aussi beaucoup mieux d'avoir un système énergétique qui soit beaucoup plus déconcentré et présent partout. Après, on a un problème en France dans ce contexte-là, qui est que c'est essentiellement des grands groupes qui développent ce type de projet, alors que c'est beaucoup mieux accepté dans d'autres pays comme l'Allemagne, etc., parce que c'est beaucoup plus souvent des projets citoyens, financés par les collectivités locales, par les gens du coin, etc. etc. Donc, et là, c'est un vrai problème pour l'acceptation de ces projets, mais je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le résoudre que de dire on va repartir comme en 40, enfin comme en 40, comme en 70, avec le nucléaire, en construisant des énormes machins qui vont nous coûter vachement cher, qu'on ne saura pas quoi faire pour les démonter et pour gérer les déchets qu'ils produisent. C'est bon, j'ai le micro, voilà. Bon, il nous reste un gros quart d'heure de débat, puis je sens qu'il y a des gens qui ont envie de café ici, donc moi je tiens à ce qu'on repasse encore une fois par l'auditoire. Je vais juste prendre une petite minute parce que j'ai écrit un bouquin sur le biomimétisme, et en fait Guillaume, tu disais un truc extrêmement intéressant sur en fait l'avenir de l'industrie, c'est surtout aussi la biomasse, c'est les matériaux biosourcés. Bon, je ne veux pas faire de pub, mais il se trouve que voilà, par exemple mes godasses là, c'est pas du cuir, c'est du marc de raisin qui a été transformé en une sorte de bioplastique. Et si je prends un autre exemple, il se trouve qu'en 1941, Henry Ford développe une voiture qui est entièrement faite à base de chanvre. En fait, la tôle est remplacée par une sorte de plastique de chanvre extrêmement résistante qui absorbait très bien les chocs, beaucoup mieux que la tôle en acier. Sauf que derrière, il y a le lobby de l'acier qui, après la guerre, a dû se réinventer. On avait fait beaucoup de tanks. Il fallait écouler tout ça, donc on est revenu sur de la carlingue en acier. Ce que je veux dire, c'est que, et ça peut être une solution pour peut-être ne pas avoir à ouvrir de mines, mais c'est que on peut faire des choses extrêmement solides, en fait, taper sur un peu toutes les caractéristiques physiques qu'on veut, avec des choses qui sont d'origine biosourcée. Les algues, c'est assez fantastique tout ce qu'on peut faire avec. Enfin bref, mais ça nécessite un effort de R&D considérable. Et pas seulement de la R&D fondamentale. Parce qu'en France, on n'est pas mauvais sur la recherche publique fondamentale, on est très mauvais sur l'application industrielle de cette recherche-là. Et donc, à mon avis, il y a une vraie réflexion à mener là-dessus. Et là-dessus, on a aussi un autre problème, c'est qu'on a des grandes entreprises qui mettent sous scellé des brevets de PME innovantes sur des technologies de rupture très intéressantes. Dans l'énergie, c'est particulièrement le cas. On a EDF qui met sous scellé un brevet typiquement de vitres solaires extrêmement intéressant. Saint-Gobain qui met sous scellé des brevets de verre décarboné, etc. Parce qu'on a ce tissu d'innovation aussi dans nos PME, dans nos TPE et même dans nos startups. On n'est pas hostile aux startups à gauche, même si, voilà, au contraire, tout le monde est, voilà. Mais donc, il y a aussi cette réflexion-là sur la recherche. Et alors, on va repasser un peu par la salle. Alors, le monsieur, il voulait intervenir depuis tout à l'heure, et puis ensuite, on a...
Bonjour. Petite intervention rapide. On a stigmatisé tout à l'heure nos élites et nos dirigeants à raison, je crois, mais est-ce que le mal est pas un peu plus profond? Parce que si on prend un cas particulier qui a défié la chronique récemment, le cas Danone, il y a visiblement un dirigeant qui a voulu prendre un certain nombre d'initiatives et il a été débouté par son conseil d'administration. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi à réfléchir et à mettre en place des règles un peu particulières, des normes peut-être un peu contraignantes pour dire ce qu'est une société collectivement, qu'est-ce qu'on veut que soit une entreprise aujourd'hui? Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est plus en réaction à deux petits points. Concernant les terres agricoles, vraie richesse, mais qu'est-ce qui se passe si des étrangers achètent nos terres agricoles, si les Chinois s'en emparent, par exemple, cette richesse, que devient-elle? Et puis, à contre-courant, peut-être, de ce que certains partagent ici, j'ai, moi, une sensibilité esthétique qui fait que je trouve que les éoliennes, c'est beau. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Est-ce que vous en avez près de chez vous? Alors, effectivement, j'en ai pas au fond de mon jardin. J'en ai pas au fond de mon jardin. Alors, on avait d'autres questions là dans le public. Là, monsieur, deux messieurs, là, j'ai vu. Bonjour. Bonjour. Non, moi, je voudrais revenir sur un peu le début du débat et sur la comparaison avec l'Allemagne et les autres pays européens par rapport à l'industrialisation. C'est plus un témoignage que j'apporte. Moi, je suis vice-président, entre autres, du club des ETI d'Aquitaine. ETI, ça veut dire entreprise de taille intermédiaire. Et je crois que ça, c'est un vrai problème qu'on a en France. C'est qu'on a, je crois que c'est à peu près 3 fois moins d'ETI qu'en Allemagne, 2 fois moins qu'en Espagne ou qu'en Italie. Et malgré tout, les ETI, ce sont de vrais ferments de développement industriel. Ce sont les entreprises qui sont très souvent sur les territoires et non pas concentrées dans les grandes métropoles. Et donc, ça peut permettre aussi de résoudre une partie du problème du transport parce que le mouvement pendulaire qu'on voit, parce qu'on a fait ces grosses métropoles avec ces entreprises à la périphérie, ça entraîne un mouvement pendulaire énorme puisque les gens n'ont pas les moyens de se payer des maisons ou des appartements dans les centres-villes. Je vois à Bordeaux, on a ce vrai problème où il y a une inflation du prix du logement qui est considérable. Ça fait plus de 30% en quelques années. Et donc, les gens vont s'installer à 50 km de Bordeaux et tous les jours, ils font le trajet. Voilà. Et donc, une des raisons, pour revenir aux ETI, je pense, et ça, il faudrait quand même qu'un jour un gouvernement prenne le problème à bras-le-corps, c'est d'empêcher les grands groupes de phagocyter toutes les PME un peu innovantes en les rachetant. Alors certes, les chefs d'entreprise de ces PME se font un bon petit paquet d'argent, mais il n'empêche que ces entreprises, ces PME, une fois qu'elles sont rachetées par les grands groupes, elles sont complètement phagocytées, sclérosées, et on perd tout ce dynamisme industriel qu'on pourrait avoir. Et les fonds vautours étrangers, type américain, qui, comme dans le cas de... parfois sont très activistes, comme dans le cas de Danone avec Emmanuel Faber, mais qui rachètent, qui vendent, qui essorent tout ce qu'on peut, qui vendent les machines, qui vendent les brevets, qui achètent les brevets et puis qui disparaissent. Donc, voilà. Un autre, le monsieur aussi. Oui, très bien. Oui, moi c'était pour revenir sur la question sur les éoliennes et notamment sur le fait que ça pouvait être beaucoup et disgracieux. Et voilà, c'est pour savoir ce que vous répondiez spécifiquement à ça, parce qu'on a beaucoup ça en ce moment et c'est vrai que c'est compliqué de répondre à ces choses-là. Oui, moi, on a du diagnostic, on a de l'histoire, etc. Mais sur comment faire bouger, on a des idées aussi. Mais quels sont les bras de levier, quelles sont les pistes, parce que ça fait 50 ans qu'il y a des rapports de force qui existent, et puis on en est là aujourd'hui. Hein. J'ai entendu la jeunesse qui sera exigeante, ok, c'est un espoir. La richesse des terres agricoles, ok, on a des choses intéressantes, et le biosourcé. Mais comment aujourd'hui influer sur les politiques, sur les industries voilà. Ok, eh bien, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions du public. Vous avez 4 minutes chacun pour débrouillez-vous, parce que là, pour le coup, on a eu beaucoup de questions. Les modalités de gouvernance de l'entreprise qui peuvent aussi protéger l'outil industriel, et puis ces questions des leviers, des solutions. Donc, Marie-Claire, c'est à vous. 4 minutes, merci beaucoup. Alors, je reviens, mais très rapidement.
Si, ben, je peux utiliser mes 4 minutes comme je veux quand même. Bon, non, mais je pense surtout, on ne va pas faire le débat énergie maintenant, c'est évident, qu'il faut éviter d'être caricatural sur ce débat. C'est-à-dire, oui, Guillaume, tu l'as quand même été, hein, que ça avait explosé de partout. Non, mais parce que, bien évidemment, enfin, nous, ce qu'on porte à la CGT, c'est que toutes les formes d'énergie ont des avantages et des inconvénients. Donc la question, évidemment, aujourd'hui, nous, on porte la question du mixte énergétique et de l'évolution de ce mix en fonction des avancées technologiques. En ça, la question de la R&D est extrêmement importante. Et en France, on est très en retard là-dessus. On est très loin de l'objectif de Lisbonne de 3% de R&D. Donc faire vraiment de la recherche et développement, c'est une question essentielle pour l'énergie, mais pour l'industrie en général, et y compris de la recherche dans tous les domaines, hein, y compris pour l'acceptation sociale. Voilà. Donc ça, c'est une question importante. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas être caricatural? Il faut regarder les ENR, elles sont intermittentes. Donc quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité. Donc si on ne sait pas la stocker massivement, on a quand même un gros problème. Avec toutes les nouvelles technologies, il faut ce qu'on appelle des terres rares, comme dans vos portables, vos téléphones, les éoliennes et ainsi de suite. Il faut des terres rares. Et les terres rares, eh ben, on n'en a pas en France. Alors, on pourrait rouvrir une mine de tungstène à Salaud. Et bon, voilà, la réponse à la question des mines. Moi, je pense qu'effectivement, hein, au maximum, il faut valoriser la matière avec une économie circulaire, en faisant de l'éco-conception, en recyclant, en retraitant et ainsi de suite. Mais par exemple, pourquoi importer du tungstène alors qu'on pourrait en exploiter nous de façon, en respectant l'environnement, en respectant les salariés? Parce que voilà, hein, Deng Xiaoping disait j'ai pas de pétrole, mais j'ai des terres rares. Donc, mais toutes ces questions aussi de métaux stratégiques ou de métaux critiques, c'est des questions très géopolitiques, hein, tout ça. C'est extrêmement important en fonction des pays qui les exploitent et qui les possèdent. Mais moi, enfin, bon, pour finir là-dessus, sur l'énergie, parce que je pense que la question principale pour moi aujourd'hui, c'est qu'il y ait une véritable appropriation sociale de ces enjeux. C'est vraiment un enjeu démocratique. Et y compris qu'on puisse en débattre tranquillement. Aujourd'hui, on a quand même encore un service public, entre autres de l'électricité, qui permet qu'il y ait une péréquation tarifaire, qui fait que quand on est au fin fond de la campagne, on ne paye pas plus qu'en ville. Donc attention, non mais je dis attention à préserver ces choses-là, à ne pas vouloir faire tout éclater ça, parce que c'est quand même un sacré acquis. Après, très rapidement pour terminer, moi je pense que oui, bien évidemment, il y a des choses sur la définition de l'entreprise, mais je pense que Guillaume peut-être y reviendra aussi. Hein. Aujourd'hui, comment on fait que l'entreprise soit un objet social avec une mission, qui respecte ses salariés, qui respecte l'environnement. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire en sorte que les salariés aient du pouvoir dans l'entreprise, mais pas, sur tous les choix. Ils sont quand même les mieux placés pour savoir ce qu'ils produisent, comment ils le produisent. Et bien ça, c'est une vraie question démocratique. Hein. C'est bon? Merci. Non, mais moi je trouve que la question qui me semble essentielle aujourd'hui, c'est quel processus démocratique on va mettre en place pour que les gens puissent donner leur avis. Parce que quand on dit, par exemple, répondre aux besoins, produire des objets ou des services qui répondent aux besoins de la population, moi, je ne sais pas comment elle a résout cette question-là. Hein. Qui décide? Non, mais la question de la pub, bien entendu, ça c'est assez facile. Mais qui décide de quoi on a besoin, quoi? C'est-à-dire comment on décide collectivement que cet objet-là, par exemple, c'est plus la peine de le produire parce que grosso modo, c'est un gadget, quoi, ça sert à rien. Mais moi, je pense que c'est vraiment ça une question centrale, c'est-à-dire comment on définit démocratiquement ce qu'on produit et comment on le produit et pourquoi on le produit. Voilà. Et donc, dernière chose, oui, pour arriver à réindustrialiser ou industrialiser les pays de bonne manière, il va falloir faire du poids sur les entreprises. Alors, bien évidemment, sur les grands groupes du CAC 40, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein. Ils ont des actionnaires qui réagissent que sur les dividendes. Donc, l'industrie, on sait que c'est des investissements qui sont gros, qui ont des taux de rentabilité assez faibles et à très long terme, donc ce qui est contradictoire avec l'économie financiarisée aujourd'hui. Et puis peser sur les gouvernements, quoi. Peser sur les gouvernements. J'espère que la question industrielle de retrouver une certaine autonomie, une certaine souveraineté dans ce domaine-là sera dans le débat, entre autres, sur les élections présidentielles. Merci beaucoup, Marie-Claire. N'hésitez pas à donner des petites pistes de réflexion un peu concrètes, de solutions concrètes. Jean-Yves. On va essayer. Bon, de toute façon, la réindustrialisation du pays, il faut qu'il y ait 3 ingrédients pour qu'elle puisse se faire.
Ça va être l'innovation. On parlait de recherche, effectivement, mais c'est aussi l'innovation dans l'entreprise. Il va falloir que notre industrie monte en gamme. C'est ça aussi l'écologie, c'est de la montée en gamme. L'agriculture biologique par rapport à l'agriculture traditionnelle, la voiture électrique, il y en aura, hein, peut-être un peu moins, mais c'est une voiture de haut de gamme par rapport à la voiture à essence. Donc c'est aussi la montée en gamme de notre industrie. C'est des usines qui seront très automatisées pour pouvoir effectivement compenser le fait qu'on a une main-d'œuvre qui est moins chère. Donc il n'y aura personne dans nos usines, donc ça ne va pas attirer les journalistes parce que quand ils feront la photo de l'usine, il n'y aura personne. Mais les emplois, ils seront bien là. Ils seront autour parce qu'il faudra les maintenir, ces usines. Voilà, et donc elles seront automatisées, donc il faudra des gens qui fassent de l'électronique, de l'informatique, etc. Donc c'est pas un problème. Et puis il y aura tout l'écosystème autour de l'industrie. C'est ça qu'il faut voir. Et souvent, c'est ça le problème avec les industriels en France, c'est que les grands groupes négligent leur écosystème. Moi, je l'ai vu de manière concrète et pratique. Et le troisième élément, c'est de la réglementation. C'est peut-être une taxe aux frontières de l'Europe, genre écotaxe ou taxe carbone, pour faire que notre industrie, à laquelle on impose quand même des normes environnementales qui sont plus importantes qu'ailleurs, en Europe et en particulier en France, eh bien, on soit pas quand même, qu'on remette les choses à peu près au même niveau et qu'effectivement on fasse cette taxe aux frontières de l'Europe qui va arriver certainement et qu'on appelle de nos voeux. Et moi, je voudrais en parler donc maintenant d'un exemple concret de comment on peut le faire pour pouvoir réindustrialiser. Je prendrai l'exemple de l'éolien offshore. En 2011 et 2013, il y a eu des appels d'offres organisés. Alors là, c'était pas par le ministère de l'Industrie, c'était par la DGEC, donc avec beaucoup de polytechniciens. Et ils ont fait un cahier des charges où il fallait qu'il y ait un contenu industriel dans ces projets. Et ils ont sélectionné un certain nombre de candidats. Et aujourd'hui, à la suite de ça, et ça c'était une des réussites quand même de notre haute administration en termes de réindustrialisation, eh bien, au niveau, la France a 4 des 12 usines de fabrication de nacelles et de pales qui sont en Europe pour répondre aux besoins du développement de l'éolien offshore qui va se développer très fortement. Il va y avoir des très très grosses volumes d'éolien offshore qui vont se faire dans les 30 ou 40 années qui viennent. Et donc, voilà, alors qu'on a 2 mégawatts installés en éolien offshore au large de Saint-Nazaire et qu'il y a 20 000 mégawatts dans le reste de l'Europe. Donc on a réussi à capter, grâce à cela, grâce à cette politique industrielle, grâce à ce cahier des charges où il y avait on demandait à ce qu'il y ait un volet industriel accompagnant pas seulement une sélection sur le prix, mais sur le volet industriel. Ça a permis effectivement de réindustrialiser. Et du coup, eh bien, de deux usines françaises, celle qui est à côté de Saint-Nazaire pour les nacelles et à Cherbourg pour la fabrication des pales, sont sorties la plus grande éolienne du monde. Il faut savoir. C'est fabriqué par General Electric, hein, voilà, une machine de 220 mètres de diamètre, 12 mégawatts, qui a été installée, le proto a été installé en 2019, en septembre 2019 à Rotterdam. Et aujourd'hui, ils ont pratiquement 5 gigawatts de commandes à travers le monde, principalement en Europe du Nord, mais aussi aux États-Unis. 5 gigawatts, c'est l'équivalent de 5 réacteurs de 900 mégawatts ou 6 réacteurs de 900 mégawatts en termes de capacité, hein, on va dire. Donc effectivement, et on commence à être, et c'est pas pour la France, pas tant pour la France, il y en a aussi pour la France, mais pas tant, et c'est aussi un marché d'exportation. Donc on peut y arriver de cette manière-là. Et moi, ce que je proposerais pour les autres industries de l'écologie, bon, par exemple les voitures. Aujourd'hui, les voitures électriques, on a des financements publics, des subventions très importantes. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce genre d'appel d'offres avec un volet industriel qui effectivement sélectionnerait pour pouvoir bénéficier de ces subventions des industriels parce qu'effectivement, ils mettent un contenu industriel et social et environnemental dans leur projet, en relocalisant en fait l'industrie, en montrant qu'effectivement, on va fabriquer telle partie de la voiture dans la France, telle autre partie à tel endroit, etc. Les batteries, effectivement, ils s'associent avec un fabricant de batteries qui aussi localise sur le territoire ces batteries, effectivement, qui a un contenu industriel important. C'est quand même de l'argent, c'est de l'argent public, c'est de l'argent qui vient de nous, de nos impôts, ces subventions.
ben, effectivement, qu'on puisse, et on l'a fait sur l'éolien offshore, on peut le faire sur la voiture, on peut le faire sur les pompes à chaleur, plutôt qu'on ait des pompes à chaleur qui ne durent pas longtemps, qui sont fabriquées en Chine, on pourrait faire des pompes de très bonne qualité, très durables. C'est le monsieur qui parlait de la recyclabilité ou de l'obsolescence programmée. Moi, j'ai une pompe à chaleur chez moi qui est fabriquée en Portugal. Elle ne va pas durer 12 ans, elle va durer 30 ans, quoi. Voilà, c'est un bon produit. Bah, oui, il y a le monsieur aussi qui aime bien les éoliennes. Bon, moi j'ai pas mal de projets en Picardie et d'installations qui tournent et qui tournent depuis déjà quelques temps. Et je n'ai pas le constat que vous faites. Alors, si, le gros problème, c'est ce que vous dites, c'est les lumières, c'est l'éclairage. Alors ça, je suis d'accord. Et nous, ce qu'on milite, c'est pour le ciel noir, le dark sky, comme on dit. Les Allemands sont en train de le faire. Et nous, ben, c'est pareil, c'est ce que disait Guillaume. La haute administration, et cette fois-ci, c'est plutôt l'armée. Et ça traîne des pieds. Ben non, mais on ne peut pas, parce que si l'hélicoptère de l'aviation civile démarre sans son transpondeur, on ne va pas pouvoir le repérer. Voilà. On fait des propositions. Je pense qu'on va y arriver, mais ça prendra encore un peu quelques temps. C'est vrai que le gros impact des éoliennes, une fois qu'elles sont installées, c'est quand même ça. Et après, moi, sur la Somme, j'ai pas nos projets qui tournent depuis 7-8 ans. Quand je vais voir un maire qui a son projet sur la commune, il m'engueule. Il m'engueule pourquoi? Parce que l'extension que je fais du projet en question, je ne le fais pas sur sa commune, je le fais sur la commune voisine. Parce qu'il n'y a plus la place sur sa commune. Et j'ai installé il y a 2-3 ans des éoliennes dans une commune de la Somme. Et j'ai signé des extensions au nord et au sud. Les gens en veulent, ils en sont fiers. Et ils en veulent plus, quoi. Ça va être aussi la richesse de ces territoires-là. Alors, effectivement, vous avez raison. Il y a deux manières de prendre le problème. Et en France, en ce moment, avec les contraintes qu'on nous met, les bâtons dans les pales qu'on nous met, en particulier les instructions militaires qui font qu'avec les radars, ça va être un problème, eh bien, on va construire des éoliennes plus petites. Donc, pour atteindre les objectifs en termes de gigawatts installés, on parle de 60 gigawatts pour l'éolien terrestre, on va avec 3 fois plus d'éoliennes qui produiront moins et qui produiront à des coûts de production beaucoup plus élevés. Donc, effectivement, on ne prend pas le... Parce que nous, on peut faire maintenant, avec les grandes éoliennes, on peut en mettre 10 000 pour satisfaire les besoins terrestres à comparer aux 35 000 châteaux d'eau de la France. Alors, c'est vrai qu'il y en aura pas mal dans la Somme, parce que c'est un pays, c'est un endroit où il y a du vent, où les conditions sont propices. Moi, je dirais, quand on met dans la Somme, quand on les met dans la Beauce, un petit peu de verticalité dans ces grandes plaines, et ben, finalement, ça ne fait pas de mal. Et je vous rejoins, voilà, ou dans les grands paysages, dans les Causses, dans ces hauts plateaux, avoir cet élément qui soit pas ridicule en termes de taille, qui soit proportionné quand même à la taille de ces grands paysages, c'est peut-être pas si mal que ça. Donc, bon, après, je crois que surtout ce qu'il faut, c'est qu'en termes d'implantation, il faut objectiver en fait l'implantation des éoliennes et il faut que le parti pris paysager soit compris de celui qui voit le paysage constitué par les éoliennes, qui dit ah ouais tiens, il a renforcé l'axe structurant de l'autoroute ou la crête existante. Voilà, si on peut arriver à faire ça tout de suite, quand c'est compréhensible, eh ben, c'est intelligible et donc c'est un impact positif. On dit ah ouais tiens, voilà le parti pris. Voilà. Il faut essayer de faire ça. Alors peut-être qu'effectivement, tout le monde n'essaye pas de faire ça. Et c'est pour ça que aussi, y a parfois quelques contre-références, effectivement aussi. Oui, mais il y a aussi ce que disait Jean-Yves. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, à cause des militaires, il y a la moitié du territoire sur lequel on ne peut pas mettre des éoliennes aujourd'hui. C'est complètement délirant. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Il n'y a pas que la haute administration, il y a aussi les militaires dans l'affaire. Oui. Simplement quelques mots donc, sur Danone, les entreprises, comment on fait, etc. Donc il y a effectivement la question de la codétermination. Hein. Donc si l'Allemagne a gardé une industrie, c'est beaucoup parce que c'est le pays au monde où les actionnaires ont le moins de pouvoir dans les entreprises. Hein. C'est 50% de représentants des salariés dans les conseils d'administration, 50% de représentants des actionnaires, des comités d'entreprise qui ont un pouvoir de veto sur la plupart des décisions que peuvent prendre les dirigeants. Si on s'alignait, on nous sert le modèle allemand depuis 20 ans maintenant à toutes les sauces, mais si on s'alignait sur la gouvernance d'entreprise à l'allemande, on aurait sans doute plus d'industrie et plus d'industrie responsable. Ça ne règle pas forcément la question de la représentation, je dirais, de l'environnement dans la gouvernance des entreprises, parce que c'est une
ancienne représentation des salariés, etc. Est-ce qu'on donne, quel type de pouvoir on donne à des ONG environnementales dans les entreprises? Comment est-ce qu'on les associe aux décisions stratégiques des entreprises? Ça reste une question à régler et qui n'est pas simple. L'autre outil qui est très important par rapport aux entreprises, et Dominique Potier est là, c'est la loi sur le devoir de vigilance, donc qui fait que, enfin, Emmanuel Macron a réussi à éviter ça, mais à terme, il faut qu'un patron qui délocalise ou qui achète des trucs dans des pays où il y a beaucoup trop de saloperies sur le plan social ou environnemental, il faut qu'il aille en prison. Et donc, c'est bien ça qui est en jeu autour de toutes ces lois. Et c'est très important ce qui a été fait en France, malgré Emmanuel Macron sous le dernier quinquennat. Et il y a un énorme enjeu à ce qui va se faire en Europe là-dessus. Donc il y a une loi du même type qui va être présentée, je pense, en septembre, etc. Donc il y a une bagarre terrible pour que ce soit aussi pas très contraignant, mais c'est des outils très utiles. Sur la terre agricole, donc vous avez raison, j'ai dit c'est la grande richesse du XXIe siècle, mais il faut effectivement réussir à la garder. Donc là aussi, Dominique Potier a beaucoup travaillé sur ces questions. Je pense qu'il y a des questions effectivement de régulation de l'acquisition de la terre agricole et du fait qu'on doit favoriser l'installation d'agriculteurs, etc., et pas vendre à des grands groupes et à des grands groupes étrangers en particulier, qui, dans le contexte que j'ai décrit tout à l'heure, est effectivement une question tout à fait essentielle. Sur les ETI en Allemagne et en France, bon, Pierre a dit des choses, mais je voudrais rajouter juste un mot, enfin un élément, c'est que les ETI en Allemagne, c'est très fréquemment justement des entreprises qui fabriquent des biens d'équipement. Parce que quand on fabrique des biens d'équipement, on peut être le roi du pétrole avec 300 personnes à l'échelle mondiale. Si vous êtes le spécialiste de la machine qui fait telle chose dans tel processus industriel, vous pouvez vendre au Brésil, en Chine, en Inde, etc., avec 300 personnes. Ce qui fait qu'on n'a pas d'ETI en France, c'est qu'on n'a pas d'industrie de biens d'équipement. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'on n'a plus personne qui fabrique des machines pour quoi que ce soit. On est très fort dans le secteur, y compris agricole, agroalimentaire, etc. Mais même dans ce secteur-là, on n'a pas de machines, enfin très peu de machines qui viennent de France. Donc là, c'est vraiment aussi la reconquête du secteur des biens d'équipement. C'est forcément un travail de très long terme. Il ne s'agit pas de refaire des machines de l'ancienne industrie, il s'agit de faire les machines de l'industrie du futur. Mais ça pose tous les problèmes que j'évoquais tout à l'heure sur le système éducatif, la valorisation des travails industriels, etc., qui sont forcément des trucs de long terme. Alors, juste sur la publicité, où on n'avait pas répondu tout à l'heure, oui, je pense que la question de la publicité est absolument, enfin, est très centrale, parce que dans les défauts, enfin, dans les problèmes que pose notre mode de consommation actuel, un des principaux problèmes, c'est qu'on est parfaitement irrationnel, des êtres parfaitement irrationnels, qu'on gaspille, parce qu'on nous pousse à gaspiller, notamment à travers la publicité. Ça rejoint, donc il faut forcément réguler la publicité assez strictement. Donc là, on vient de subir un échec suite à la Convention citoyenne sur ce sujet-là, mais c'est une bataille qu'il faut reprendre. Et l'autre chose qu'il y a derrière tout ça, c'est aussi quand même beaucoup la question des inégalités. Donc il y a un type que j'aime beaucoup qui s'appelle Thorsten Veblen, qui avait montré au XIXe siècle que le problème, c'est que c'est toujours le mode de vie des riches qui oriente le mode de vie de toute la société, si vous voulez. Dans des sociétés où on considère que on est libres et égaux en droit, donc depuis la fin du Moyen-Âge, c'est comme ça maintenant et c'est très bien, les pauvres, ils rêvent toujours de vivre comme les très riches, et la publicité joue beaucoup là-dessus, en essayant de vendre aux pauvres des produits que les très riches utilisent. Et c'est pour ça qu'on gaspille autant de ressources, de richesses, etc. C'est pas simplement parce qu'on raisonne mal, c'est parce qu'on est très irrationnel comme espèce. Donc là-dessus, il faut vraiment réussir à changer le mode de vie des très riches. Il faut les empêcher de gaspiller, et c'est pour ça que la question de la lutte contre les inégalités est étroitement liée à la question de la crise écologique et d'agir contre la crise écologique.
Tant que les riches continueront à avoir des yachts, faire passer leur week-end en Thaïlande, à avoir des gros cascades, etc., on ne pourra pas empêcher les pauvres de rêver de faire la même chose et la publicité de leur vendre ce rêve. Donc c'est vraiment pour ça que Macron et tout ça, c'est un drame. C'est que si on n'a pas des politiques très actives pour réduire les inégalités, on ne s'en sortira pas sur le plan écologique. Voilà. Merci beaucoup, c'était, je pense, un débat vachement intéressant, vraiment de bonne tenue. Donc, merci à tous. Si vous voulez continuer à en discuter, je vous invite à partager un café en bas. Et puis, nous intervenants, vous restez un peu pour ça. Donc, voilà, merci à tous et bon festival. Et ça continue.